C'est une véritable course contre la montre. Plus d'un tiers de la somme est acquise. Cela prouve une chose, nous pouvons y arriver. Ensemble, c'est possible. Chaque don nous rapproche de la ligne d'arrivée. Et TVL est à la croisée des chemins. Ou bien nous plions sous le poids de l'injustice, ou bien nous tenons bon et montrons que rien n'éteint une volonté populaire, dissidente, déterminée. Nous refusons de céder, nous refusons de disparaître. L'heure est donc à l'action. Un don maintenant, c'est un souffle d'oxygène. C'est un signal de soutien amical. TVL est votre chaîne. Protégez-la. Faites un don, défendez votre liberté. Chaque euro compte, chaque minute aussi. Merci pour votre énergie, votre solidarité et votre confiance en nos combats communs. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Donald Trump au risque de la rupture avec son propre camp. Son projet de budget crée des tensions à la droite de l'échiquier politique américain. En Syrie, 10 jours après un attentat islamiste, les chrétiens se trouvent dans une situation précaire alors que le nouveau pouvoir islamiste de Damas est aux mains d'influences étrangères. Et enfin, le halal refait scandale en France après la mort d'une petite fille. Les abattages rituels sont une nouvelle fois mis en cause. Donald Trump va-t-il entrer en guerre contre une partie de sa majorité? Le vote de sa loi budgétaire ouvre la voie à un conflit potentiellement fratricide. Merci à tous d'être ici pour soutenir l'une des lois les plus importantes de l'histoire de notre pays. Ce grand et beau projet de loi visant à sécuriser nos frontières, à dynamiser notre économie et à raviver le rêve américain. Il s'agit de la codification ultime de notre programme visant, tout simplement, à rendre à l'Amérique sa grandeur. La Big Beautiful Bill, une grosse et belle loi voulue par Donald Trump qui ravive les tensions autour du président, notamment dans son propre camp. Ce texte ambitieux qui vise à prolonger les allègements fiscaux de 2017, à supprimer l'imposition sur les pourboires et à injecter des fonds massifs dans la défense et la lutte contre l'immigration a été adopté de justesse par la Chambre des représentants et fait désormais l'objet d'un débat acharné au Sénat. Au cœur du projet, donc, la lutte contre l'immigration, un élément phare du programme de Donald Trump qui n'a pas hésité à mettre en scène de manière très hollywoodienne cet aspect de la loi. Nous sommes aujourd'hui avec Joe Abraham, notre père chéri, qui a perdu sa précieuse fille de 20 ans, Katie, dans un délit de fuite après avoir été percuté par un immigré clandestin guatémaltèque. Joe, nous mettrons fin à cette invasion une fois pour toutes et nous nous souviendrons toujours de Katie, votre magnifique fille de 20 ans. Nous sommes également avec Sarah Stewart de Kerrville au Texas, qui a perdu son frère à cause de l'épidémie de fentanyl qui a inondé sa petite ville. Notre projet de loi prévoit des milliards et des milliards de dollars pour empêcher le fentanyl et d'autres stupéfiants illicites de traverser la frontière et de voler davantage de vies américaines. Et Sarah ne cessera de lutter tant que ce combat ne sera pas terminé. Nous allons le mener à bien bientôt. Aux séquences émotions mises en scène se sont ajoutées les publicités, là encore diffusées sur la chaîne YouTube de la Maison-Blanche. Ici aussi, la touche américaine et l'approche marketing sont tout à fait palpables. Est-ce que vous êtes prêts maintenant ? Tous les sujets les plus brûlants d'aujourd'hui sont traités dans un seul et même grand projet de loi. Entrez dans une nouvelle dimension avec les plus grands sujets de l'année traités. Des succès retentissants, la suppression des taxes sur les pourboires, la suppression de la taxe sur les heures supplémentaires, le renforcement de la sécurité sociale, la sécurité aux frontières et bien plus encore. Ce seul et même grand projet de loi offre les résultats les plus importants que vous désirez. Mais vous devez appeler les membres du Congrès à voter oui aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de grand et beau projet de loi comme celui-ci jusqu'à présent. Voilà ce que j'appelle la liberté. Mais la Big Beautiful Bill n'est pas du goût de tous. Des sénateurs républicains comme Tom Tillis et Rand Paul ont exprimé leur opposition dénonçant l'impact sur les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales. Les démocrates, menés par Chuck Schumer, accusent les républicains de favoriser les riches au détriment des classes populaires déjà touchées par l'inflation. Les coupes proposées dans les programmes sociaux comme Medicaid et l'aide alimentaire SNAP pour financer environ 3 800 milliards de dollars d'allègements fiscaux sont au cœur des controverses. Selon le bureau budgétaire du Congrès, ce plan creuserait la dette publique de plus de 3 000 milliards de dollars d'ici 2034, privant potentiellement 11,8 millions d'Américains d'assurance maladie.
Mais l'opposition la plus forte est venue d'un ancien compagnon de route, Elon Musk, le patron de Tesla, qui avait été nommé à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, justement pour assainir les finances publiques, a qualifié le projet de complètement insensé et destructeur, dénonçant son impact sur les industries d'avenir comme l'énergie solaire et les véhicules électriques. Elon Musk s'inquiète notamment de la suppression des crédits d'impôt pour les véhicules électriques qui affecterait directement Tesla. Sur X, il a menacé de créer un parti de l'Amérique pour contrer ce qu'il appelle un suicide politique républicain et même de financer des campagnes contre les élus soutenant le texte. Donald Trump a riposté sur son propre réseau Trou Social, suggérant que Musk rentre en Afrique du Sud et menaçant de couper les subventions fédérales à ses entreprises, qualifiant ses activités de coûteuses pour le contribuable. Alors que Donald Trump marchait sur des œufs avec son début d'intervention en Iran et qu'il a déjà eu un accrochage avec Elon Musk, le président américain se trouve une nouvelle fois dans une situation délicate. Après une victoire historique contre la gauche, la droite américaine se trouve au défi de l'unité, une unité précaire avec un président pas vraiment adepte des compromis avec ses propres troupes et un électron libre comme Elon Musk qui s'avère difficilement gérable. Donald Trump, lui, presse le Sénat d'adopter le texte avant le 4 juillet, jour de l'indépendance. Le retour du projet à la Chambre pour un vote final pourrait encore réserver des surprises. Au lendemain de la levée de toutes les sanctions par Washington et 10 jours après un attentat islamiste ayant tué 25 chrétiens à Damas, la Syrie, fragilisée, apparaît comme le pantin d'influences étrangères. Nicolas de Lamberterie. Après les Alaouites et les Druzes, c'est au tour de la minorité chrétienne de Syrie de subir des massacres sanglants de la part de combattants islamistes. Dimanche 22 juin dernier, un attentat suicide a fait 25 morts et plus de 60 blessés dans une église chrétienne de Damas. Le terroriste a d'abord ouvert le feu sur les fidèles avant de se faire exploser. Pour rappel, la Syrie est un pays multiethnique et multiconfessionnel à dominante musulmane sunnite, mais avec de nombreuses minorités, parmi lesquelles on retrouve les Alaouites, issus d'une branche chiite, les chrétiens, les Druzes et les Kurdes. La famille Assad, issue de l'ethnie alaouite, s'est essentiellement appuyée sur sa communauté et sur les autres minorités pour tenir son régime politique et parfois réprimer la majorité sunnite ou contenir ses revendications politico-religieuses. Depuis le début du conflit de 2011, le pouvoir d'Assad a perdu le contrôle d'une partie du territoire, avec les islamistes au nord soutenus par la Turquie et les Kurdes à l'est soutenus par les Américains. Chacun craignait donc que la chute du régime Assad aboutirait donc à des exactions sanglantes contre les différentes minorités de Syrie, à l'exception des Kurdes sous protection américaine. Et c'est ce qui s'est rapidement produit, avec des raids contre les régions alaouites en mars, à laquelle des dirigeants du régime ont été associés. Cela s'est poursuivi en mai, avec de violents affrontements avec la communauté druze. Et fin juin est donc venu le tour des chrétiens. Cette situation ne semble toutefois pas empêcher les Occidentaux de poursuivre leur normalisation des relations avec le nouveau régime syrien, puisque Donald Trump vient de lever toutes les sanctions contre la Syrie, à l'exception de celles visant son ancien dirigeant réfugié à Moscou, Bachar el-Assad. Selon Alexandre Goudarzi, chef de mission humanitaire qui a vécu 5 ans en Syrie, les événements des 6 derniers mois sont logiques, et le silence des Occidentaux s'explique par le fait qu'ils n'ont jamais eu qu'un seul objectif, couper l'Iran de la Syrie et du Liban. Ce qu'il faut vraiment bien relever, c'est que les islamistes qui ont combattu le régime Assad pendant 14 années, ils disaient depuis le début, depuis les mégaphones des mosquées, dès 2011, dès le début de la crise syrienne, ils hurlaient les Alaouites au tombeau et les chrétiens à Beyrouth. Voilà, c'est ce qu'ils hurlaient et très rapidement, le message s'était transformé en élargissez les tombeaux des Alaouites pour y jeter aussi les chrétiens. Donc c'est ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait dès qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont d'abord fait des belles promesses pour enfumer l'Occident parce que, évidemment, tout le but de cette manipulation guerrière de chute de régime, ça n'a jamais été autre chose que d'isoler la Syrie de l'Iran. Peu importe en fait le régime qu'on mette en place, peu importe si les populations sur place souffrent, le but est d'isoler tout simplement l'Iran du Liban et donc le maillon par lequel passait l'Iran pour mettre une pression sur Israël. Donc aujourd'hui, on a fait le travail et il fallait effectivement rassurer l'opinion publique, le respect des minorités, la protection, mais tout ça n'a pas tenu puisque très rapidement, on a vu que les Alaouites ont été massacrés et ensuite, quand le cas alaouite a été partiellement réglé, ou en tout cas quand le processus d'extermination était en cours, on est très vite passé à une autre minorité, la minorité druze. Et les chrétiens savaient, les chrétiens disaient mais on est le dessert. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Donc évidemment, le gouvernement en place n'assume pas
d'autant plus qu'il y a eu aussi l'histoire de la levée des sanctions et qu'Al-Joulani est dans une posture assez délicate. Il est obligé de montrer qu'il est toujours légitime de la cause qu'il incarne depuis le début de la guerre, d'où son nom de guerre, Al-Joulani, et toutes les campagnes qu'il a menées pour arriver là où il se trouve aujourd'hui. Mais sauf que s'il est capable de se compromettre pour se maintenir au pouvoir avec cette levée des sanctions, eh bien il va se faire des ennemis dans ses propres rangs. Il y a beaucoup d'islamistes qui n'ont pas envie de faire profil bas, qui n'ont pas envie d'être discrets et qui veulent aller jusqu'au bout de leur logique guerrière, de leur logique ségrégationniste, exterminationniste. Le président actuel est dans une position délicate parce que s'il n'est pas assez rude, s'il n'est pas assez dur envers les minorités, on va l'accuser d'être un traître. Après l'attentat suicide commis dans l'église, le régime islamiste syrien a rapidement dénoncé l'État islamique et mis en scène plusieurs arrestations. Mais cela n'a guère convaincu le patriarche de l'Église frappé par l'attentat, qui s'est indigné du fait que le régime n'a envoyé qu'une ministre de second rang leur rendre visite après les attaques, et que les réactions du gouvernement central se sont montrées, selon le patriarche, bien timorées. Considérations qui ont fortement déplu au président syrien Ahmed al-Shara, qui a comparé le chef religieux chrétien à celui des Druzes, et lui a recommandé de mesurer ses propos. Des menaces qui n'étaient clairement pas voilées, à la différence des plages syriennes, où désormais le port du burkini est obligatoire pour l'ensemble de la population. En parallèle de cela, on notera qu'Israël, le puissant voisin de la Nouvelle-Syrie, ne s'est pas privé d'utiliser l'espace aérien syrien pour ravitailler ses bombardiers durant la guerre en Iran ou bloquer les missiles qui venaient de l'Iran. Privé de tout moyen militaire sérieux, les stocks de l'ancienne armée syrienne ayant été détruits par des bombardements israéliens lors de la chute du régime Assad, la Syrie apparaît donc plus que jamais comme un pantin dans le Proche-Orient en cours de recomposition, même si sa population espère pouvoir respirer avec la levée des sanctions occidentales extrêmement sévères qui ont causé des dommages considérables au pays et à ses habitants et ont assurément contribué à la liquéfaction du régime Assad. En attendant, face à ces enjeux géopolitiques de grande ampleur, il est peu probable que la Syrie redevienne un jour un acteur régional d'importance, tandis que les minorités du pays, à l'exception peut-être des Druzes protégés par Israël, ne peuvent que chaque jour redouter un peu plus leur liquidation pure et simple dans l'indifférence des grands de ce monde. Un danger dans nos assiettes, les cas d'intoxication alimentaire dans l'aine touchant de jeunes enfants ont relancé des questions de salubrité. La piste de la contamination liée à l'abattage rituel est privilégiée. Renaud de Bourleuf. La viande halal, un danger mis sur la table dans des circonstances tragiques. Au mois de juin, 29 intoxications alimentaires ont été recensées dans l'Aisne. La quasi-totalité étaient des enfants atteints par la bactérie E. coli. Parmi eux, une petite fille de 12 ans est décédée le 16 juin. La préfecture a indiqué que la cause la plus probable de la contamination est la consommation de viande, entraînant la fermeture temporaire de 4 boucheries et 2 rayons de supermarchés. Sur ces 6 établissements, 5 vendaient de la viande halal. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, la bactérie E. coli peut être présente dans le système digestif ou sur le cuir des bovins et peut contaminer les carcasses au cours du procédé d'abattage. La piste d'une contamination due à l'abattage rituel est donc plausible. Alain de Peretti, président de l'association Vigilance Halal et vétérinaire de profession, nous donne quelques explications. L'abattage d'un animal entraîne toujours, quelle que soit la méthode, la saignée. Il faut donc vider l'animal de son sang pour que la viande soit présentable, sinon elle ne se conserve pas. Et donc, lors de cette saignée, comme nous pratiquons l'étourdissement, l'animal ne bouge pas, on peut donc faire des incisions très précises qui épargnent l'œsophage, parce que le problème est là. Dans la technique halal comme kasher, on coupe le cou jusqu'aux vertèbres et on coupe tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les vaisseaux bien entendu, mais aussi la trachée, mais aussi l'œsophage, mais aussi des nerfs, de très gros nerfs qui entraînent d'ailleurs une souffrance importante, et l'animal se débat, l'œsophage élastique se rétracte, on a le ligaturé, il y a du sang qui gicle partout, et comme l'animal est suspendu par les pattes arrière, vous avez tout le contenu de l'estomac qui se déverse. Dans cet estomac, vous avez des bactéries, dont certaines sont pathogènes, naturellement, notamment une souche de germes qu'on appelle les Escherichia coli, la souche O157H7, qui provoque un syndrome hémolytique et urinaire, c'est-à-dire des diarrhées hémorragiques et des blocages des reins qui sont très graves et souvent mortels, notamment sur les enfants. La consommation de viande halal s'est grandement répandue en France, bien au-delà de la seule population issue de l'immigration musulmane.
En effet, le halal ne se limite pas à certains rayons de supermarchés et aux boucheries musulmanes des quartiers diversifiés. Cette catégorie s'est largement répandue dans les circuits de distribution. Ainsi, dans la restauration rapide, les kebabs et les tacos séduisent un très large public, des populations non musulmanes souhaitant simplement se faire plaisir. Sur les 10 millions de consommateurs d'alimentation halal en France, on estime à 3 millions le nombre de non-musulmans. Pourtant, les cas d'intoxication restent marginaux, voire exceptionnels. De quoi penser à première vue que les dangers évoqués précédemment seraient exagérés. Alain de Peretti nous explique que ce n'est pas si simple que cela. Les industriels de la viande sont tenus de faire des examens bactériologiques régulièrement et lorsqu'il y a une contamination, évidemment, ils retirent les lots. Et on a très fréquemment des retraits de lots de viande, notamment la viande hachée, mais pas que. Ça, c'est le premier point. Et dans les pays où on pratique systématiquement le halal, donc les pays exotiques, et on dit, ouais, mais là-bas, ils mangent que la viande halal, ils n'ont pas tant de problèmes que ça. Sauf que ce sont des pays, ça n'aura échappé à personne, où en général, quand on y va en touriste, on peut attraper la tourista, et que sur le plan culinaire, ils pratiquent une cuisine où on va faire cuire la viande pendant des heures, évidemment, ce qui va la stériliser, même si elle est contaminée. Voilà. Donc c'est l'importation de méthodes, de coutumes exotiques amène évidemment ce problème. Le président de l'Académie vétérinaire de France a adressé une lettre mardi 24 juin au ministre de la Santé Yannick Noder alertant sur les risques sanitaires liés à l'abattage rituel, qu'il soit halal ou kasher. Mais les responsables politiques connaissent la question depuis longtemps et l'abordent avec frilosité, les enjeux étant lourds sur le plan électoral. C'est un mélange de lâcheté, de pas de vague, bon là c'est la lâcheté évidemment aussi, et même quelquefois d'une complicité si vous voulez, complicité idéologique. Dans le cadre de ce fameux vivre ensemble, il faut s'adapter, il faut accepter des mœurs, etc. Mais là il ne s'agit pas d'idéologie ni quoi que ce soit, ce sont des mesures qui ont été établies par l'expérience au fil du temps, par des études scientifiques et même sans passer par la science, par du simple bon sens. C'est-à-dire que si la viande est souillée par l'estomac qui se déverse sur la zone d'abattage, automatiquement, dans un abattoir où vous avez une ambiance chaude, humide, etc., qui favorise la multiplication bactérienne, vous avez automatiquement des conséquences. Et d'ailleurs, dans l'hygiène, d'une manière générale, il faut avoir la notion d'une chaîne. Vous savez qu'une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Et lorsque un maillon donc est défaillant, à savoir la méthode d'abattage, eh bien ça a une incidence sur l'ensemble de la chaîne. C'est logique. C'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question d'islamophobie ou de judéophobie. L'actualité en bref en France. La France, toujours en chaleur. Ce mardi, 16 départements sont passés en vigilance rouge canicule. Ceux d'Île-de-France ainsi que le Cher, le Loiret, l'Indre, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Aube, l'Yonne et la Vienne. Près de 1350 écoles sont encore partiellement ou totalement fermées, soit 2 fois plus que la veille. De nombreuses salles de classe atteignaient en effet 35 degrés. Et les ministres démunis étaient réduits à donner des conseils simplistes tels que boire beaucoup d'eau. Mais l'incapacité des gouvernants à réagir suscite des questions, laissant penser que les leçons n'ont pas été tirées de la canicule de l'été 2003, qui avait provoqué 15 000 morts, principalement des personnes âgées. L'année suivante, en 2004, le gouvernement Raffarin instaurait la journée de solidarité, un jour de travail non payé destiné à financer l'aménagement des établissements socio-médicaux. Parmi les projets censés être financés avec les 3 milliards d'euros provenant chaque année de votre travail, il y avait l'aménagement en climatisation. De quoi se demander comment l'argent est dépensé. Une journée d'anniversaire mouvementée pour Christian Estrosi. Ce mardi, le maire de Nice est sorti de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'organisation et de financement d'événements. 9 autres personnes ont aussi été brièvement auditionnées en garde à vue, parmi lesquelles sa femme, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte et le président de la Tribune Jean-Christophe Tortora. L'enquête porte sur les aides publiques accordées par la ville de Nice à la Tribune Nouvelle pour l'organisation du colloque Nice Climat Summit et à France TV Studio pour celle du concours de chant Eurovision Junior. L'épouse Christian Estrosi est salariée du groupe France Télévisions et collaborait aussi avec le média La Tribune. L'enquête est ouverte des chefs de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, recel, faux dans un acte authentique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage.
Un désaveu pour Anne Hidalgo. Lundi, les 1500 adhérents parisiens du Parti socialiste ont désigné Emmanuel Grégoire pour être candidat PS à la mairie de la capitale en 2026. L'ancien premier adjoint a été élu dès le premier tour avec 52% des voix, loin devant Rémi Féraud, le candidat soutenu par Anne Hidalgo, qui obtient quant à lui 44%. Emmanuel Grégoire aura à gauche la concurrence du candidat écologiste David Béliard. Du côté de la Macronie, Rachida Dati a droit à quelques sondages optimistes. L'hôpital au lieu de la prison, selon une information dévoilée lundi par BFM TV, Olivier Hadzovic, le Rom d'origine bosniaque qui a assassiné un Malien dans une mosquée de la Grand-Combe dans le Gard en avril, pourrait ne pas être jugé. Selon une expertise psychiatrique, il aurait souffert d'une abolition du discernement au moment de son crime. Avec un tel diagnostic, une irresponsabilité pénale pourrait être prononcée si le juge d'instruction valide ses conclusions en rendant un non-lieu au terme des investigations. Le PMU va-t-il connaître un destin à la Stewball ? La filière hippique française, qui emploie 40 000 salariés et 15 000 bénévoles, gérant 2,3 milliards d'euros pour le PIB, traverse une crise profonde. Le PMU, moteur économique du secteur, voit ses revenus chuter depuis 15 ans, incapable de renouveler sa clientèle vieillissante face à la concurrence des paris sportifs en ligne. Dans une enquête, Le Figaro explique que les mises ont reculé de 2% en 2024 à 9,8 milliards d'euros, fragilisant les sociétés de course comme France Gallo et la SETF. La démission d'Emmanuelle Malcaz-Doublé, directrice générale du PMU, illustre les tensions internes. Malgré des initiatives comme les soirées festives de Longchamp pour attirer les jeunes, un rapport de l'IGF et de Nouveaux Paris pourrait offrir des perspectives, mais l'urgence d'une transformation est criante. L'actualité internationale en bref. La France et l'Italie vont-ils laisser passer l'accord Mercosur ? Vendredi, le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a rencontré à Rome son homologue italien Francesco Lollobrigida. Leur communiqué commun a évoqué l'accord signé entre l'UE et le Mercosur et les dangers que celui-ci porte pour les agriculteurs, principalement les éleveurs. Mais les ministres ont fait l'impasse sur la question d'un blocage. Or, les deux pays doivent nécessairement additionner leur voix pour réunir une minorité de blocage et faire obstacle à cet accord signé par la Commission européenne avec les États membres du Mercosur. Déjà en décembre, alors qu'Ursula von der Leyen venait de signer le texte, Giorgia Meloni laissait une porte ouverte. La présidente du Conseil déclarait que la signature ne pouvait avoir lieu qu'avec des protections adéquates et des compensations en cas de déséquilibre pour le secteur agricole. Un non qui pourrait laisser la place à un compromis. Si les Italiens lâchent l'affaire, Emmanuel Macron et Annie Genevard se donneront bonne conscience en renonçant à leur tour. Et tant pis pour la filière agricole française et les structures au bord de la cessation de paiement. L'Ukraine aussi commet des crimes de guerre. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le HCDH, a publié un rapport lundi confirmant des exactions graves commises par les forces armées ukrainiennes contre des prisonniers de guerre russes depuis février 2022. Le document révèle l'exécution de 26 personnes hors de combat, principalement en 2022 et début 2023, ainsi que des actes de torture infligés à 59 des 95 prisonniers interrogés. Ces sévices incluent des chocs électriques, des coups, des simulations d'exécution et des violences sexuelles, souvent perpétrées dans des lieux de transit ou des centres d'internement non officiels près de Kiev. Des militaires russes rapatriés ont corroboré ces témoignages dénonçant des mauvais traitements systématiques. Le HCDH souligne la persistance de ces violations en 2025. Plus de 1000 morts de plus pour Israël. La guerre de 12 jours menée par Tel Aviv avec le soutien de Washington contre Téhéran du 13 au 24 juin 2025 a causé 935 morts, dont 38 enfants et 132 femmes, selon l'agence iranienne IRNA. L'ONG Human Rights Activist, basée aux États-Unis, évoque un bilan plus élevé de 1190 tués, dont 436 civils. L'offensive israélienne, visant officiellement à empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire, a notamment ciblé des sites militaires et nucléaires, tuant gradés et scientifiques. Les États-Unis ont participé en bombardant 3 sites nucléaires majeurs les 21 et 22 juin. Un cessez-le-feu imposé par Donald Trump est en place depuis le 24 juin, mais le président américain menace de nouvelles frappes si l'Iran reprend l'enrichissement d'uranium à 60%. Téhéran conditionne tout dialogue à l'absence de nouvelles agressions. TikTok, le temps passe et le géant chinois aux États-Unis toujours pas vendu. Donald Trump a annoncé dimanche sur Fox News avoir trouvé un acheteur pour l'application de petites vidéos TikTok décrit comme un groupe de gens très riches sans révéler leur identité, promettant des détails dans 2 semaines. Cette déclaration intervient alors que TikTok, propriété de ByteDance, est sous pression aux États-Unis en raison d'une loi de 2024 exigeant sa vente à un acheteur non chinois d'ici le 17 septembre 2025 sous peine d'interdiction.
Donald Trump a prolongé ce délai à 3 reprises, maintenant l'application accessible à ses 170 millions d'utilisateurs américains. Cependant, la vente nécessite l'approbation de la Chine qui s'oppose historiquement à céder l'algorithme de TikTok. Les tensions commerciales, notamment les tarifs douaniers imposés par Trump, compliquent les négociations malgré un récent accord cadre entre Washington et Pékin. ByteDance reste réticent à vendre, rendant l'issue incertaine. Le risque d'un procès pour abus de position dominante s'intensifie pour Apple aux États-Unis. Lundi, un juge fédéral à Newark, dans le New Jersey, a rejeté l'appel d'Apple contre le ministère de la Justice qui accuse l'entreprise de pratiques monopolistiques pour maintenir la domination de l'iPhone. Le gouvernement, soutenu par 19 États et Washington, reproche à Apple d'avoir délibérément freiné la concurrence et l'innovation, notamment en limitant les applications et services interopérables hors de son écosystème. Bien qu'Apple conteste la validité de ces accusations, arguant que le marché mondial dominé par Android relativise son monopole, le juge a estimé que les preuves fournies étaient suffisantes. Aucun procès n'est encore fixé, mais cette décision marque une étape clé dans l'offensive antitrust contre les géants technologiques. C'est la fin de cette édition. Ce soir, Choc du Monde et demain, dès 7h, un zoom avec le sociologue Michel Fize. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.